Il est trop tôt pour tourner. Hey les gens, c'est Liobri, j'espère que vous allez bien. Je sais, je suis encore au lit, mais c'est parce qu'il est tôt. Il est 6h40. Et j'ai pas la foi de tourner. Voilà. Bon, je vais quand même faire un effort parce que c'est vous. Je vais pas tarder à devoir me lever pour aller au point de rendez-vous et prendre mon petit déjeuner. Dans l'autre sens, c'est mieux en fait. Pour aller voir la forteresse des chevaliers teutoniques de Malbork. Du coup, je vous emmène avec moi. C'est un sujet que j'ai trouvé intéressant et s'il l'est pas, cette vidéo elle sortira jamais. Voilà. Du coup, je parle dans le vide et j'ai l'air d'une conne pour rien. Cette vidéo sera en voix off où je vous explique les histoires des lieux car comme je suis dans un groupe et qu'il risque d'y avoir du vent, et je me suis dit que ce serait plus simple de le faire comme ça. Voilà. Sinon, si j'ai pas la foi de faire une outro quand je reviens, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. Bye. J'ai débarqué dans la ville de Gdynia en Pologne. Gdynia est la ville la plus récente de Pologne et purement polonaise, même si la Pologne a été partagée en trois avec la Russie, l'Allemagne et la Prusse. Elle a été construite en 1920 dans un style industriel très moderne pour l'époque. Sa monnaie est le zloty, ce qui veut dire or en polonais. Donc on peut dire qu'en Pologne on paye en or. La forteresse que nous allons voir se situe dans la ville de Malbork, à 1h15 de route en bus. Autant vous dire que vous allez être heureux de la magie du montage car on va se retrouver. L'histoire de cette forteresse commence à la fin du XIIe siècle, après la première croisade avec les Terres Saintes. Les chevaliers teutoniques, d'origine allemande, étaient un ordre religieux, plus précisément chrétien. Ils sont arrivés dans cette région de Pologne par l'ouest. Pour devenir chevalier teutonique, on devait être âgé de 14 ans, réussir à apprendre tout le livre de prière en latin par cœur en 6 mois, et être rapide et fort pour se battre à l'épée. Ils avaient pour mission de convertir les païens de la région. Les païens étaient majoritairement des Prussiens. De longues négociations commencèrent alors en 1230 avec le roi de Pologne et se finit 2-3 ans après. Le roi finit par leur donner des terres et ainsi la construction de la forteresse commença sur le modèle de la première ville des chevaliers teutoniques à Köln. En effet, la construction de la forteresse était obligatoire car les chevaliers teutoniques ne pouvaient pas dormir hors de leur château. C'est pour cela que 120 châteaux ont été construits en cette période pour qu'ils puissent toujours avoir un endroit où dormir lors de leur croisade. Et également parce qu'ils partageaient tout car ils ont fait vœu de pauvreté. En 1309, cette forteresse devint la résidence du grand maître, qui était le chef des chevaliers teutoniques. Cette forteresse se compose de 3 châteaux, le château haut, le château moyen et le château bas. Le château haut, qui est le bâtiment le plus ancien, a été construit au XIIIe siècle. Ce château est reconnaissable car il possède la figure de la Sainte Vierge sur sa tour. Cette figure était très importante pour l'ordre teutonique, car elle servait de repère aux chevaliers de l'Ouest. L'accès au château haut était interdit à l'époque aux femmes. La seule qui a pu y entrer était la reine, pour voir les reliques conservées en ces lieux. Le château haut était le refuge des chevaliers, c'est là qu'ils vivaient. Au centre de la cour de ce château se trouve le puits le plus profond, où ils venaient puiser l'eau. Mais ils ne la buvaient jamais pure. Ils faisaient ce qu'ils appelaient une compote. C'est pas la même compote que chez nous. La leur était simplement de l'eau bouillie avec des fruits. Sinon, ils buvaient une espèce de soupe de bière. Dans leur alimentation, ils étaient restreints. 3 jours de viande, 3 jours d'œufs et de fromage et 1 jour de jeûne par semaine, en plus des 37 jours à cause des fêtes religieuses. Sinon, ils mangeaient du poisson, du riz, du blé et des lentilles. Les toilettes se trouvaient dans une tour qui faisait 17 mètres de haut. Et pour indiquer le chemin, ils ont mis des petites gargouilles. Oui, il y avait déjà des signalisations à l'époque. Enfin, la chose que j'ai appris sur place, c'est que pour remplacer le papier toilette que nous connaissons, eux, ils avaient pris des feuilles de chou. Et du foin, mais seulement pour l'hiver. Sinon, après cette anecdote que j'ai trouvée fort drôle personnellement lors de la visite, passons à quelque chose d'un peu plus sérieux. L'église était directement placée dans le château.
car il devait aller à l'église 9 fois par jour. La première fois était à 2h du matin en été, et en hiver c'était 3h. Il fallait donc être discipliné. Dans l'église, la partie surélevée était pour les 5 autels et le siège du grand maître. Quant à la partie de plein pied, elle possédait des bancs pour que les chevaliers puissent s'asseoir pendant la messe. Le château moyen et le château bas ont été tous deux construits au XIVe siècle. Le château bas est la partie économique de cette forteresse. Elle est dans un bien plus mauvais état que les deux autres châteaux, car ils viennent juste de recevoir les subventions pour la reconstruction. Le château moyen possède à droite un hôtel avec des chambres et une chapelle pour les invités, en été ou en hiver. Car en Lituanie, il fait très froid en hiver avec la glace, alors qu'en été, il fait très sec. Donc, ils avaient souvent des invités lors de ces périodes. À gauche se trouve le grand réfectoire, avec les quartiers privés du grand maître, dont on peut voir sa chapelle privée, qui est le bâtiment octogonal. Cette forteresse a vu 17 grands maîtres y habiter. Dans la résidence du grand maître, il y avait une cuisine qui possédait toujours un puits et un lavabo, et la chambre du cuisinier juste à côté. Puis vient le grand réfectoire, qui est la salle de réception, avec un système de chauffage par le sol. Si on monte les escaliers, on trouve la salle qui servait de garde-robe au grand maître, avec une ouverture sur la grande salle pour qu'il puisse voir si tout était prêt. La chambre de Kingberg, qui a été nommée ainsi pour remercier le fait qu'ils aient beaucoup contribué à la rénovation de cette chambre. Le grand maître possédait également ses toilettes privées et 2 salles de réception privées également. Il y en avait une pour l'été et une pour l'hiver. Il accueillait dans ces salles les personnalités importantes de l'époque. Celle d'hiver est reconnaissable avec le même système de chauffage que dans le grand réfectoire en bas. Dans celle d'été, on peut voir un boulet de canon qui a été emmuré pour garder un souvenir de l'échec de l'assaut du roi de Pologne. Et oui, effectivement, cette forteresse n'a jamais été prise au Moyen-Âge, malgré les nombreux essais du roi de Pologne. Il finira tout de même par l'obtenir suite à la bataille de Grunwald, où la Pologne gagna alors que le grand maître perda tout. Lors de cette bataille, en plus des chevaliers, le grand maître avait engagé des mercenaires. Mais suite à la défaite qu'il avait dû essuyer, les mercenaires, pour se payer, vendit la forteresse au roi de Pologne. Beaucoup plus tard, en 1945, suite à la Deuxième Guerre mondiale, la forteresse est pratiquement totalement détruite. En 1722, la rénovation par les Allemands va commencer, mais en détruisant encore une partie. Mais, fin 19e, un architecte allemand arrive pour sa rénovation. Il travailla là-bas plus de 40 ans, en fait jusqu'à sa mort. Il donnera des décors gothiques à la forteresse qu'on peut encore voir de nos jours. Les rénovations ont continué comme avec l'église qu'on a vue plus tôt dans le château haut. La rénovation de cette partie a débuté en 2012 et s'est terminée il y a à peine 2 ans. Encore aujourd'hui, il y a des chevaliers teutoniques, mais leur siège est situé à Vienne et ils sont devenus bien moins nombreux. Les chevaliers sont désormais des moines et le grand maître est devenu un évêque. Et ils se concentrent principalement dans les hôpitaux.